Ils avaient dit que ça n'allait pas être obligatoire de regarder Gen V, mais croyez-moi que là, ça peut être un petit peu utile. The Boys, saison 4, épisode 5. Comme d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu l'épisode, partez, allez le voir et revenez après. Cet épisode est intéressant parce qu'il reprend un truc qu'on a quand même pas mal vu dans l'univers de Vought Industries et de The Boys, c'est justement ce Comic-Con qui a lieu là, un endroit où Vought vient présenter les nombreux films et séries qui sont prévus, et ça fait évidemment penser à Disney, à Marvel, il cite les phases 19 je crois. En plus, il y a une sorte d'hommage en mode Vought qui a, je sais pas, 70 ans, en mode comme Disney ces 100 ans là, comme la Warner et ses 100 ans, une sorte d'historique un peu nostalgique pour dire que Vought a accompagné tout le monde dans sa culture depuis des décennies. C'est un truc qui se fait assez régulièrement et ça cache le fait que Vought, ça reste avant tout une entreprise pharmaceutique. On est clairement dans la parodie la plus totale de l'overdose du super-héros, du cynisme de ces projets-là, que ce soit Marvel, Disney ou autre d'ailleurs. Même le design, on dirait genre un design du MCU. Et ça parle du fait que ces projets-là ont des reshoots et d'autres reshoots et d'autres reshoots et que le budget explose et ça en fait un argument marketing. La série la plus chère de l'histoire, alors que c'est la plus chère de l'histoire uniquement parce qu'ils ont fait 20 000 reshoots et qu'ils l'ont rendu cher à cause de leur incompétence. Ça, c'est une petite pique que je trouve intéressante et plutôt bien foutue. De même, lorsqu'ils disent que c'est une série pour adolescents car ils aiment l'argent, parce que oui, c'est ce qui rapporte le plus d'argent, les séries pour adolescents. On peut citer Netflix, Disney et l'autre côté HBO qui fait que des trucs pour adultes et forcément, ils ont moins de budget. J'aime bien cette phrase à un moment sur quelqu'un qui dit qu'on va rebooter un film ou une série justement parce que ça fait longtemps que les gens l'ont pas vu. Typique Hollywood aussi. Ils ont aussi cette séquence in memoriam assez rigolote d'un personnage que nous, on connaissait même pas. Au final, on l'a à peine vu dans le précédent épisode. Ils sont en train d'en faire un énorme hommage. Ils manipulent clairement les images pour les gens. Des gens dans la foule qui sont tous fans, qui sont tous déguisés comme les héros des sets. A-Train qui est de retour dans un film cliché hollywoodien de White Savior, un sauveur blanc, si on peut appeler ça comme ça en français. C'est le blanc qui va sauver le gars de la cité ou des choses comme ça, qui est noir forcément, qui va débloquer ses compétences, ses capacités, bref. Il y a aussi ce côté où il critique justement les super-héros noirs et le cynisme des entreprises. Et c'est là que beaucoup de personnes vont dire, non mais tu vois, The Boys critique surtout la gauche. Parce que vu que c'est woke, ça critique la gauche. Mais il faut comprendre que le wokisme, certes, est un mouvement de gauche d'après moi, mais les entreprises qui l'utilisent sont clairement là pour le capitalisme. Donc c'est pas des entreprises de gauche. Quand Disney, ils font du wokisme, entre guillemets, c'est pas de la gauche qu'ils font là. Me dites pas que Disney est de gauche. Donc là, ils critiquent le fait que les entreprises se donnent une bonne image d'inclusivité, tout ça pour le capitalisme. Mais c'est pas une critique de la gauche, justement. C'est pas une critique des gens woke, c'est une critique des entreprises qui profitent de ce mouvement-là pour se faire plein d'argent avec cette image des super-héros noirs. Et aussi un truc que j'avais pas vu auparavant dans The Boys, c'est le fait d'avoir des publicités générées par IA. Donc en fonction de la personne qui regarde, le placement de produit sera différent. Et en plus, ils en font un truc raciste, ce qui est intéressant parce que les IA ont tendance à être un petit peu racistes, pour pas dire totalement racistes. Et du coup, en fonction de ton ethnicité, de ta couleur de peau et tout, ils vont proposer des éléments racistes, tout simplement, par rapport à des clichés sur les goûts des gens, comme s'ils aimaient tous la même chose. Là, c'est par rapport aux personnes noires. Ça, c'est cool parce que ça n'a pas été vu auparavant, contrairement à toute cette séquence, qui est rigolote, qui est parodique, mais je suis désolé, moi, il y a deux choses qui me frappent aujourd'hui. À la saison 4, on a déjà vu ça. Il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est typique de la saison 1 de The Boys. Ça me dérange pas de la revoir en soi. Mais soyons un peu honnêtes intellectuellement. C'est du déjà vu, du réchauffé. Et surtout, aujourd'hui, c'est dur de ne pas critiquer ça quand tu sais que c'est exactement ce que fait Amazon avec The Boys. Ils veulent faire des spin-offs, un univers étendu. Ils veulent continuer justement The Boys le plus possible. Donc, ils se parodient eux-mêmes aussi là. Donc, forcément, ça marche beaucoup moins bien. En saison 1, ça me faisait rigoler. Je trouvais ça intelligent, plus ou moins, même si c'était vraiment pas du tout subtil. Là, aujourd'hui, bah, j'y arrive plus, en fait. J'arrive plus à trouver ça intéressant. C'est pas mauvais, encore une fois, mais c'est déjà vu et rien de nouveau. En moins de Deep est vraiment drôle, il parle de la mère d'un mec de manière tellement crue mais en même temps drôle. Il a des citations que je peux pas répéter ici parce que je vais me faire bannir de YouTube, mais par rapport au jus de sa femme et tout, c'était tellement drôle. Et c'est vraiment le cliché du mec misogyne, sexiste, complètement agacé par le fait que les femmes le détestent. Ça devient un peu l'incel primaire et les citations qu'il a et le jeu d'acting de Chance Crawford est juste trop drôle et j'adore The Deep. Mais si on part d'un côté un peu plus intéressant, ils ont fait revenir Giancarlo Esposito qui était en prison, j'avais complètement zappé qu'il était en prison d'ailleurs, hein. Mais en le voyant, c'est vrai que je m'en suis rappelé. Et lui, son objectif aujourd'hui dans cet épisode-là, c'est deux choses. Reparler un peu du passé de Victoria Newman pour qu'on s'attache un peu plus à elle et qu'on la comprenne un peu plus, ce qui est vraiment intéressant parce qu'on comprend son enfance et les nombreux problèmes qu'elle a eu durant son enfance. Et en même temps, la manière dont il veut protéger le prochain enfant. Mais vu que tu connais son passif avec justement Victoria, tu te demandes vraiment quel sera son passif avec le nouvel enfant. Parce que Victoria, quand elle a choisi un nouvel enfant et lui donner des pouvoirs de sup, elle pensait le protéger cet enfant. Là où Edgar a pas du tout la même vision. Du coup, il y a une sorte de confrontation assez intéressante
en théorie, qui n'est pas du tout exploité au final. Tu fais revenir Giancarlo Esposito pour lui donner un rôle où il ne fait rien. Oui, le mec est charismatique, mais il ne fait rien. Au moins, visiblement, il sera clairement dans les prochains épisodes. En tout cas, je l'espère. C'est comme ça que la fin de cet arc dans cet épisode-là le montre. Mais à un moment, donnez-lui des choses à faire, quoi. Dans les précédentes saisons, il avait très peu d'apparitions, mais à chaque fois qu'il était là, il faisait des choses. Il mettait genre des gens comme Homelander à sa place. Mis à part le charisme, je l'ai trouvé inutile pour le coup, mais on en reparle aussi un peu après. Si on parle d'Homelander, je trouve que c'est intéressant parce que l'épisode commence avec le traumatisme qu'il a vécu dans le précédent épisode. Les seuls moments de mise en scène, c'est ces coupes au montage où on dirait que le personnage est en pleine ébullition et qu'il va exploser, mais du coup, il focus cette énergie négative qu'il a sur son enfant. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'on voit un truc assez particulier. Pour se rapprocher de son fils, il lui donne la liberté et pour ça, il utilise un vocabulaire de l'esclavagisme. Il se considère comme libre, il sera plus jamais esclave. Aux États-Unis, c'est évidemment réservé aux personnes noires américaines, ce type de vocabulaire, et lui, il l'utilise là pour se victimiser. Et la victimisation, c'est un truc intéressant dans cet épisode. Parce que les gens qui se victimisent ont tendance, surtout les personnes blanches aux États-Unis d'extrême droite, à être des suprémacistes. C'est pas un terme qui est utilisé au hasard. Mais ça attire clairement Ryan parce qu'il a enfin la liberté qu'il veut. En plus de ça, il lui redonne un milkshake, vous savez qu'il lui avait confisqué dans l'épisode 3, si je dis pas de bêtises. Et Ryan passe d'un enfant qui est super sympa à un enfant sadique comme ça. Et ça montre de une la manipulation d'Homelander, mais surtout la société. Cette société qui devient de plus en plus violente dans cet univers. Genre l'assistante, alors oui, ça c'est aussi une critique des assistantes qui sont manipulées par les réalisateurs, une critique vraiment très MeToo, mais l'assistante n'est pas forcée à taper le réalisateur. Elle le fait par plaisir. Et tu vois justement cette contamination de la violence dans la société. Et Ryan, dès qu'il a un peu de pouvoir, dès qu'il a un peu de liberté, il devient sadique. Il commence à comprendre que les humains sont clairement inférieurs à lui et il peut faire ce qu'il veut. Il devient petit à petit Homelander. Et comment Homelander a fait passer ce message? Par la compassion, par le respect. Et ça, c'est une belle marque de manipulation politique parce que c'est le but aussi de la série. Et il utilise un peu les méthodes opposées de ce que lui a vécu et il voit que c'est même plus efficace. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, ce sera l'intrigue avec A-Train parce qu'ils sont clairement au courant qu'A-Train est le traître. Ça se voit, ils l'ont cramé. A-Train est aussi au courant qu'il s'est fait cramer et il va sûrement s'en aller. Donc ça, je pense qu'il n'y a aucune surprise. Tous les personnages ont bien capté ça. Est-ce qu'ils ont capté Ashley aussi? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je pense qu'Ashley va nous surprendre dans le reste de la saison. Mais A-Train sera en danger et je pense que ça sera l'un des personnages qui va y passer aussi. Parce que c'est typiquement le genre de personnage qui a fait des mauvaises choses, qui aura le droit à une rédemption, mais il va mourir aussi parce qu'il doit être puni narrativement pour ce qu'il a fait. En tout cas, je le vois comme ça, on verra bien. Et quand je parle de victimisation, on voit clairement Firecracker qui se fait pas du tout respecter et elle va aussi péter un câble. Et t'as l'impression que tous les sets sont en train de se retourner contre Sage, Homelander et tout. Elle se fait insulter de poor white trash et on lui précise après qu'en fait elle est pas pauvre et elle se fait complètement victimiser ici. C'est aussi pour ça qu'elle a fait un appel à la violence qui fait du mal psychologiquement à Starlight parce que Starlight, le fait qu'elle ait déconné le précédent épisode, ça montre un truc intéressant politiquement. Si toi, avec de bonnes idées, tu fais une chose violente une fois, tu as perdu toute crédibilité. Alors que les gens peuvent dire des choses extrêmement violentes qui font plus de mal que toi, ton action violente sur une personne, mais vu que les gens disent des dingueries et que c'est protégé, c'est toi qui en subis les conséquences. Et ça, c'est un débat que je trouve intéressant. Elle est dans son arc Spider-Man 2, pour le coup, elle n'arrive plus à avoir ses pouvoirs, elle commence à stresser, elle n'est plus du tout confiante en elle, elle est plus du tout stable émotionnellement, d'où la violence qu'elle a avec Victoria. C'est un personnage émotionnellement instable qui devient aussi un petit peu détestable, c'est vrai, je trouve, mais je trouve surtout, personnellement, assez inintéressant dans cette saison, et je suis un peu déçu parce que j'ai bien aimé son intrigue les précédentes saisons, et là, ils savaient juste pas quoi faire avec elle. Du coup, ils l'ont rendu colérique, alors c'est compréhensible, mais je trouve que c'est pas intéressant, de même pour Kimiko, qui est devenue un petit peu dépressive, et elle a rien fait durant cet épisode, et de même pour Frenchie, lui aussi dépressif, drogué, qui se rend à la police. Si ça veut dire qu'on a moins de Frenchie dans cette saison, honnêtement, ça me va, parce que je trouve que ces intrigues-là, celles que j'ai citées récemment, sont clairement les moins intéressantes, et ça tourne en rond. Et je suis très content que l'intrigue de Yui soit conclue aussi par rapport à son père, parce que même si Simon Pegg s'éclate, ça se voit qu'il s'est vraiment fait plaisir avec le rôle, c'est bien que cette intrigue soit conclue, parce que comme ça, Yui peut passer à autre chose. Et oui, le thème vie zombie combiné à cette histoire de démence, c'est un peu de ça qu'il parle. C'est un père qui est atteint de démence, mais qui a des super pouvoirs, et il y a plein de personnes qui ont vécu ça avec leurs parents. Du coup, il y a une petite partie sur ça, mais c'est vrai que mis à part les références à la prélogie Star Wars que Simon Pegg déteste, ou la démence et cette violence, j'ai pas trouvé cet arc narratif intéressant, surtout que là, on est censé avoir un moment familial émouvant. J'ai ressenti aucune émotion, j'en avais clairement rien à battre, je suis désolé de le dire comme ça. Et honnêtement, la mère est clairement détestable aussi pour ce qu'elle a fait, même si c'est justifié. Ce trio-là qui est nouveau ensemble, ils sont trop heureux, c'est trop bien d'être ensemble pour une dernière fois. Pour moi, il y a zéro émotion et je suis juste content que cette intrigue soit terminée et que Yui n'ait plus rien à perdre, entre guillemets. Moi, ça m'a rien fait personnellement, je sais pas vous, mais je suis enfin content que ce soit terminé. Mais au moins, la question du paternel est intéressante, surtout par rapport à MM qui n'arrive plus à être un père de famille, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à la violence, encore une fois, est-ce que c'est la solution ou pas, et l'hypocrisie de MM. Il critique sa fille qui est violente alors que lui, il est constamment violent. Voilà, c'est toute la thématique de la société et de la progression de la violence dans la société. Et on voit aussi à quel point ça commence à le stresser, il commence à être physiquement malade de ce qu'il vit depuis des mois maintenant. Et donc lui aussi un petit peu à l'ébullition et je trouve ça quand même plutôt bien fait. Mais bon, c'est vrai que si t'as pas vu Gen V, là tu te tapes les deux acteurs de Gen V qui ont un rôle mineur, c'est clair, ils servent quasiment à rien, mais surtout le virus qui est
est là. Par rapport à Victoria, je trouve que le virus c'est intéressant parce qu'il y a son passif qui est remis en avant avec le scientifique et tout, très bien. Il y a un attachement émotionnel assez intéressant et ça l'humanise beaucoup ce personnage-là et tu sais pas à quel point il peut être gentil ou méchant. Tu sais pas de quel côté Victoria va se ranger, ce qui est assez intéressant. Là où Homelander prépare une sorte de coup avec ce speech en disant qu'il faut être prêt pour faire les choses violentes lorsque le temps arrivera parce que nous sommes des dieux et des choses comme ça. Elle, on sait pas trop sur quel pied elle va danser. Mais c'était clairement l'épisode de Butcher qui, tu vois, est complètement matrixé par la haine qu'il a pour les sup. Tu vois que s'il a ce virus, il va juste commettre un génocide, en tout cas t'as l'impression. Et je pense que Butcher va devenir un ennemi pour les autres, il perd de plus en plus la tête. Il passe de Newman en allié potentiel à cible, ses alliances n'ont plus aucun sens, il bosse pour lui-même. Là, tout ce qui compte, c'est lui, il trahit ses amis lui font pas confiance, il devient détestable, il devient un petit peu un antagoniste et je trouve ça assez intéressant. Mais c'est là qu'est le paradoxe parce qu'il est parfois honnête avec ses amis quand il parle de la mort d'Ézéchiel, il sait pas comment ça a eu lieu et on comprend comment ça a eu lieu récemment parce qu'il y a ce lapin qui souffre de la même chose que lui, cette sorte de tentacule meurtrière, c'est pour ça qu'il écrase aussi violemment parce qu'il sait que c'est à l'intérieur de lui aussi. Hâte de voir ça d'ailleurs de manière visuelle dans les prochains épisodes. C'est une partie de body horror que je trouve assez intéressante. Pour le coup, lui il a un virus qui est en train de le contaminer et c'est ce que j'ai dit depuis le début. Pour moi, c'est pas cohérent si des personnages principaux comme lui survivent cette saison. Il se dirige clairement vers la fin de sa vie durant cette saison. Oui, il est clairement détestable et c'est le but parce qu'on va l'antagoniser je pense dans cette saison. Oui, là clairement Jeffrey Dean Morgan est dans sa tête, c'est quasiment confirmé. La logistique de lui qui n'appelle chercheur est un peu extravagante je trouve, mais bon, je vais pas me poser trop de questions, c'est une facilité que je vais accepter. Mais il faut conclure cet arc narratif aussi. J'espère vraiment qu'il va y passer ou que son arc va se finir dans cette saison. Voir de quel côté il va jouer, qui il va trahir, est-ce qu'il va trahir ses amis ou pas, est-ce qu'il sera mangé par sa haine des sup, comment ça va se finir, c'est ça qui va être intéressant. Et du coup, tu as cette séquence avec les animaux de la ferme hyper dangereux, surtout les moutons, qui sont tous avec du vie, et c'est rigolo, premièrement. Mais à ce stade, 4ème saison de The Boys, ce genre de choses me choque même plus, la violence me fait plus rien, et mis à part pour le côté un petit peu fun, j'arrive plus à être surpris par ni la violence, ni le concept, et justement, je trouve que ça tourne en rond, ils n'arrivent pas à trouver de nouvelles idées. Est-ce que c'était un bon épisode? C'était ok, honnêtement. Encore une fois, la moitié des intrigues sont bien, l'autre passable, et t'es content que certaines soient achevées, mais j'ai l'impression comment ils ont démarré, genre le trio d'épisodes finaux, qui seront normalement, et je l'espère bien, mais ouais, on est sur une saison quand même assez moyenne, mine de rien. C'est bien, mais sans plus, et pour l'instant, c'est la moins bonne des 4 d'après moi. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, avez-vous adoré ou détesté, j'ai envie d'avoir votre avis. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.